Salut à tous, alors aujourd'hui on vous propose un nouveau format de vidéo, c'est quelque chose d'un petit peu différent, ça va pas être une simple présentation de voiture. Aujourd'hui on va vraiment aborder un sujet, à savoir l'investissement automobile. Donc on va y venir tout de suite. Moi généralement, pour ceux qui connaissent nos vidéos, on aime bien ouvrir nos vidéos sur une petite blague ou un petit sketch. Là voilà, pas d'inspiration totale. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire un silence gêné. C'est très gênant quand même là. Mhm. C'est quand même très très gênant. Générique. It's turning. On va aborder aujourd'hui l'investissement automobile. On ne va pas vous parler d'investissement de milliardaires, je ne vais pas vous parler de F40 et de carrière AGT. Non, on va parler d'investissement entre 5 et 30-35 000 euros. Alors ça peut sembler vaste, mais c'est vrai que c'est une gamme de prix qui va concerner un certain type de voiture. On ne va pas être sur des voitures haut de gamme, on ne va pas être sur des voitures de collection, on va être principalement sur des young-timers et des voitures qui sont en voie de devenir des voitures de collection. Et c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse, parce que si c'est parier sur un cheval gagnant ou donc acheter une voiture qui a déjà pris une cote de fou, ça n'a pas d'intérêt. Là, l'idée, c'est de se concentrer sur des voitures qui vont prendre de la valeur. La première chose, quand on veut faire un achat automobile, ça va être de définir son budget. Ça veut dire combien est-ce qu'on est prêt à mettre dans une voiture, savoir le prix qu'on est prêt à mettre dans les travaux et surtout de ne pas choisir une voiture hors de ses moyens. Je m'explique. Quand vous allez acheter une voiture, l'idéal, c'est de lui faire par exemple une petite révision. Même si vous avez un historique, même si la révision est récente, vous ne connaissez pas le propriétaire, l'ancien propriétaire, vous ne connaissez pas le mécanicien qui a entretenu la voiture. Donc la meilleure façon de vous assurer que la révision, la dernière révision a bien été faite, que l'huile est de belle qualité, qu'elle est neuve, qu'elle est en bon état, c'est de faire une révision vous-même, chez votre garagiste de confiance. Oh, mais ça, c'est pas grave, hein. Ça, c'est un petit coup de marteau, un peu de peinture. Ça, c'est la première chose. Réservez un petit peu de budget pour faire vérifier la voiture. Ça ne mange pas de pain. Un garagiste, généralement, prendra 150, 200 euros pour faire vérifier une voiture avant de l'acheter. La mettre sur le pont, vous assurer qu'elle n'a pas été accidentée, vous assurer qu'elle n'a pas été mal entretenue, qu'elle n'est pas rouillée ou quoi que ce soit de ce genre. Elle est nickel. Donc, ça, c'est à prévoir dans le budget. Les frais qu'il va y avoir pour une vérification de la voiture. Prends exemple chez Porsche. Vous avez ce qu'on appelle les 111 points de contrôle. Porsche propose une garantie qui s'appelle la Porsche Approved qui se base sur 111 points de vérification de la voiture pour s'assurer que l'intégrité de la voiture a été respectée tout au long de sa vie. Ça coûte 250 euros chez Porsche, c'est un coût, mais c'est une véritable valeur ajoutée quand vous achetez une voiture parce qu'au moins vous savez dans quoi vous vous engagez, vous savez les frais potentiels qu'il va y avoir et vous savez comment la voiture a été traitée, si son kilométrage est certifié et dans quel état elle est véritablement. C'est la première des choses. Voilà, il faut se garder un petit peu de mou déjà pour payer la carte grise une fois qu'on a acheté la voiture, pour payer une révision comme je le disais et d'éventuels frais. Vous allez nécessairement vous rendre compte de certaines petites choses que vous n'avez pas vues lors de la première visite. Vous allez repartir par la route avec et entendre qu'il y a un glong-glong à l'avant, qui peut être une biellette de bar stable, qui peut être un silent block, des choses qui ne sont pas graves, mais qu'il faut changer à chaque fois. Ça va être un billet de 80, 100, 200, peut-être jusqu'à 500 euros, mais des petits frais que vous allez avoir à faire sur la voiture pour qu'elle soit parfaite. Quand on achète une voiture, on a envie d'avoir une belle auto, on a envie d'avoir quelque chose qui roule bien, qui est plaisant. Donc le but, c'est de se faire une voiture parfaite, surtout si c'est pour de la collection et de l'investissement automobile. Ensuite, pour son budget, il faut choisir une voiture qu'on a les moyens de faire rouler. Je prends pour exemple deux voitures. La
M5 V10, qui est une voiture phénoménale. C'est super cool, ça a une bonne gueule, c'est pas très cher à acheter aujourd'hui. C'est un V10 qui fait un bruit qui vient tout droit des méandres de l'enfer. C'est un bordel pas possible, ça marche dans tous les sens. En revanche, ça coûte une fortune à faire rouler. L'assurance coûte une fortune, la carte grise coûte une fortune, ça consomme énormément, c'est vraiment pas fiable et très cher à entretenir. Donc c'est une voiture que je déconseille pour ce genre d'investissement. Ok, voiture très cool, mais mauvaise réputation, donc tout le monde a tendance à s'en tenir un peu loin. Pareil, les Bentley, quand même des voitures fabuleuses. On trouve des Bentley accessibles, des Bentley des années 80, des Mulsanne, des 8, qu'on va trouver aux alentours de 10, 15 000 euros, 20 000 euros, mais qui coûtent une fortune à entretenir. C'est tout le temps en panne. Les pièces sont introuvables, hors de prix, et il faut trouver un mécanicien qui a la santé et qui se sent capable de mettre les mains dedans, ce qui est vraiment pas le cas de tous les mécaniciens. Donc, très important quand on achète une voiture de choisir une voiture dans ses moyens et pas de se laisser embarquer par le rêve de posséder une belle marque ou une belle auto sans avoir la capacité de bien l'entretenir derrière. Et encore une fois, tout particulièrement s'il s'agit d'un investissement automobile. Ensuite, dans son budget, on va définir donc le coût d'entretien régulier. Donc là, je parle pas de panne, je parle pas du fait de la faire rouler, mais de savoir combien coûte. Vous achetez une Porsche, vous savez que une petite révision sur une 911 chez Porsche, ça va coûter aux alentours des 1200, 1300 euros. Chez un spécialiste, peut-être un petit peu moins cher. On sera peut-être aux alentours des 900 euros. La grosse révision sera à 2500 euros chez Porsche et peut-être aux alentours des 1800 chez un spécialiste. Donc voilà, des éléments importants à avoir en tête quand on fait son choix pour être sûr d'avoir, encore une fois, les moyens de l'entretenir sur le long cours. Ensuite, une fois qu'on a défini son budget, on va choisir son modèle. Alors, sur quoi on va se baser? Déjà, ses goûts. Bien entendu, il faut acheter une voiture qui vous plaît. J'ai le nouveau coupé ici, qui est une voiture... Mais j'ai une voiture Ouais, neuve, non, je monsieur. sais bien, mais c'est pour expliquer. Acheter une voiture uniquement pour faire une bonne affaire, pour faire un coup, c'est comme ça qu'on fait des mauvaises affaires, c'est certain. Il faut acheter une voiture qui vous fait envie, une voiture qui vous fait vibrer, qui vous excite et que vous ne serez pas dégoûté d'entretenir et vous ne serez pas dégoûté de mettre de l'argent dedans parce que vous l'avez acheté juste parce que votre cousin vous a dit ah ça va prendre une cote folle. Non, si la voiture vous plaît pas, ça sert à rien. Donc choisir son modèle. Ça commence par le fait de choisir un moteur. Ouais. Et où est le moteur? Ouais, ça, bon, le moteur, ça, bah bon, un moteur, ça coûte pas une fortune, hein. Chez tous les constructeurs, il y a différentes motorisations en fonction des modèles. Il faut de préférence choisir les moteurs les plus nobles. Je prends pour exemple les BMW qui existent en 4 cylindres ou en 6 cylindres. On va privilégier les 6 cylindres sur un Z3 par exemple, qui aujourd'hui est une bonne valeur d'investissement, quoique ça a déjà quand même pas mal grimpé. Le 4 cylindres, bon... c'est une voiture jolie, c'est une voiture sympa, c'est rigolo, mais on prendra jamais une cote de fou. Alors que le 6 cylindres va finir par être très recherché parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de moteurs nobles dans les voitures qui ne sont pas des voitures très haut de gamme. Si vous voulez un moteur noble aujourd'hui, donc à savoir un 6 cylindres, un V8, je parle même pas de ce qu'il y a au-dessus, vous allez nécessairement taper dans le haut de gamme de marque, soit premium, soit luxe, soit sport. Alors que sur des Youngtimers notamment, vous allez trouver des voitures bien motorisées sans pour autant être des voitures très haut de gamme. Ou alors c'est des voitures qui sont dans le creux de la vague. Je prends pour exemple une fois de plus le Z3 en 6 cylindres ou n'importe quelle, une E30, une E36 ou une E46 qui sera en 6 cylindres, donc avec un véritable moteur de belle qualité, avec une grosse cylindrée pour avoir un 3 litres par exemple, et surtout des moteurs atmosphériques qui aujourd'hui n'existent plus. Comme on l'avait déjà dit, les moteurs aujourd'hui sont des petits moteurs avec des gros turbos de manière à avoir des faibles émissions de CO2. Donc les gros moteurs et les grosses cylindrées ont disparu et tous les constructeurs abandonnent leurs gros moteurs tout simplement. Même Mercedes AMG est passé sur un 4 cylindres hybride pour le C63 et a laissé tomber son V8. BMW sur les dernières 330 a mis un 4 cylindres et plus un 6 cylindres. Donc voilà, c'est la première des choses, choisir son moteur. Ensuite, choisir un véhicule fiable. Les véhicules fiables sont vraisemblablement les véhicules les plus désirables. Quand on achète une voiture, on a envie de se faire plaisir, mais on n'a pas envie d'être emmerdé tout le temps. On sait qu'une voiture qui est réputée pour être de mauvaise facture, pour être en panne en permanence, va exciter personne. On n'a pas envie d'arriver le matin, de se dire « Ah, j'ai envie de me faire une promenade. Ah ben non, je démarre encore pas, donc je laisse tomber. » Non, il faut choisir des voitures fiables et des voitures viables. Ensuite, quand on a sélectionné une certaine catégorie de modèles, on va se pencher sur les maladies et les pannes connues de ces voitures. Par exemple, les Porsche 996 et 997 jusqu'à la phase 1 avaient un problème connu qui était l'IMS. L'IMS est un arbre intermédiaire de transmission qui a été mal conçu par Porsche et qui du coup avait tendance à céder et à casser le moteur. On estime qu'à un certain kilométrage, il n'y a plus de risque de casse, mais voilà, vous avez des voitures avec un moteur qui pète du jour au lendemain. Elle est cassée!
Ce qui fait que beaucoup de 96 et de 97 ont des moteurs neufs. C'est pas grave, il faut le savoir quand on recherche. Il faut connaître les pannes connues, savoir si c'est des frais à prévoir, si c'est des frais qui ont été effectués ou si c'est des problèmes à venir. Ensuite, quand on a choisi un modèle qui nous plaît, dont on connaît la fiabilité, dont on connaît la noblesse du moteur et les pannes, il faut savoir où on en est dans la vie de la cote de cette voiture. Une voiture, elle a sa cote, et voilà, elle évolue en fonction des années, ça bouge tout le temps. Il est intéressant d'acheter des voitures qui sont dans le creux de la vague. Si vous pariez sur le cheval gagnant, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a aucun intérêt. Effectivement, aujourd'hui, il y a des voitures, prenez une M3 E30, c'est une voiture qui a la cote à exploser. Maintenant, c'est bon, c'est un bon placement, mais c'est pas une voiture dont la cote va encore augmenter. Donc, on peut jamais être certain de rien, mais a priori, on va être sur un palier au moins pendant un certain temps. Tandis que certaines voitures ont été dans le creux de la vague pendant longtemps. Les 996 de chez Porsche, par exemple, qui ont été extrêmement décriées par les Porschistes quand elles sont sorties, du fait de leurs optiques avant qui a beaucoup déplu en termes de design. Mais t'es ouf, t'as eu ta gueule, t'as un boudin. Du fait que c'est les premiers moteurs à refroidissement liquide de chez Porsche qui a un petit peu agacé les puristes qui étaient toujours sur le flat 6 air-cooled comme on dit. Donc c'est une voiture donc qui a eu une cote en chute libre très rapidement jusqu'à atteindre des prix extrêmement bas. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans, on pouvait trouver des Carrera 4 ou 4S pour 20 000 € avec un faible kilométrage, une belle configuration en 3,6 litres parce que personne n'en voulait. Aujourd'hui, ces voitures, elles ont repris une cote de cœur parce qu'elles sont hyper cool à conduire, hyper réussies. Elles ont une gueule qui du coup était un peu ringarde mais qui est devenue maintenant un peu rétro, un peu sympa. Et surtout, ça a été les plus accessibles pendant très longtemps. Donc, elles ont été achetées par beaucoup de gens qui n'avaient pas les moyens de les entretenir et qui du coup en ont fait des immenses merguez. Donc, bonjour mes apprentis charcutiers. Aujourd'hui, on va voir si la merguez. Avec des entretiens un peu limites de chez Norauto ou que sais-je, avec des jantes de chez Norauto, des kits carrosserie pour leur donner des gueules de 9,97 ou de 9,91 ou bref, il y a eu un tas de catastrophes qui ont été faites sur ces bagnoles, ce qui fait qu'en avoir une belle en bon état d'origine avec un historique, c'est rarissime et donc ça a pris de la valeur. Et moi, je suis persuadé que les 996 vont prendre 10 à 20 000 € dans les 5 à 10 années à venir. Pour moi, c'est une certitude. Donc, très bonne valeur d'investissement parce qu'on les touche encore, elles ont monté, mais on les touche encore à des prix relativement accessibles. On peut trouver des exemplaires très beaux et peu kilométrés aux alentours des 30 000 €. Une fois qu'on a choisi son modèle, on va choisir son exemplaire. Donc on va aller sur le Bon Coin, sur la Centrale, sur Mobile, où vous voulez, et on va choisir le modèle qu'on va vouloir acheter. La voiture qu'on va vouloir acheter, c'est celle-ci que je veux et pas une autre. Quels sont les éléments à envisager à ce moment-là? Tout d'abord, la configuration. On a vu au fil des années que les voitures qui deviennent le plus collector sont celles qui ont les configurations les plus atypiques et les plus rares. Si vous avez une Ferrari, mettons 355, n'importe quelle Ferrari d'ailleurs, rouge intérieur noir, bon, vous avez une rouge intérieur noir, il y en a pléthore. Si vous en avez une bleue intérieur beige, là tout de suite vous avez une voiture qui est plus atypique, qui est plus rare et qui va avoir plus de valeur sur le marché parce que plus difficile à trouver. Pour moi, c'est un principe qui s'applique à toutes les voitures. Les voitures noires intérieur noir se vendent plus facilement parce qu'elles plaisent au plus grand nombre. Personne ne déteste les voitures noires intérieur noir, là où certaines personnes vont détester les intérieurs clairs ou les voitures bleues par exemple. Voiture noire intérieur noir, c'est très consensuel. Mais dans la collection, on cherche toujours l'exception. Donc, avoir une Porsche 996, on avait eu le cas il y a quelques mois, on avait une très belle 996 Turbo qui était verte intérieure, tan, elle était sublime et du coup ça en faisait un modèle rare. Et donc ça a un vrai intérêt quand on achète une voiture. Donc premier point, sa configuration. Deuxième point, et qui n'est pas des moindres, qui est je pense, selon moi d'ailleurs, le plus important, c'est l'historique. Acheter une voiture sans historique, quand on a la certitude qu'elle est saine, qu'on l'a fait vérifier, c'est pas un problème. On peut très bien se dire, c'est une voiture que j'achète parce qu'elle me plaît, je veux la garder, je veux la rouler, je l'achète pas cher ou toutes sortes de considérations et se dire, c'est une bonne voiture, je l'ai faite vérifier par mon mécanicien, son kilométrage semble cohérent, ok, on fonce, pas de problème. Quand on veut une vraie voiture de collection, un collector, c'est l'historique qui va faire son prix. C'est-à-dire qu'une voiture avec un historique et une voiture sans historique, à qualité égale, n'auront pas le même prix. Un carnet d'entretien tamponné, c'est la base. Un dossier de facture, c'est le top. Et alors connaître l'histoire des propriétaires, là, ça c'est le saint graal. Quand on arrive à avoir une voiture où on sait que c'est une première main, une deuxième main, une troisième main, donc peu de propriétaires, qu'on a le nom de tous les propriétaires, qu'on sait d'où ils viennent, qu'on connaît un peu l'histoire, c'est top. Déjà, Si elle est en passion plaque. si elle est en passion plaque, donc avec les anciens formats de plaques qui avant le SIV, ça c'est le top.
Les collectionneurs de voitures adorent les histoires. Quand on achète une voiture des années 80, qu'on ouvre, paf, la coudoir et qu'il y a des vieilles cassettes de Enrico Macias à l'intérieur ou de chant grégorien, un truc, c'est cool. En fait, ça donne le cachet authentique à la voiture. Pareil pour les vignettes 89, 88, 90. C'est génial, ça donne vraiment le cachet authentique à la voiture et c'est ce qui resitue la voiture dans son époque qui du coup lui donne son aspect collection. Donc voilà, l'historique très important, c'est ce qui va faire la valeur de votre voiture. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'achète pas de voiture sans historique, mais qu'on ne l'achète pas au même prix et on redouble de vigilance pour l'état de la voiture et pour savoir ce qu'on en fait. Alors dans la configuration, il y a aussi quelque chose qui est important au-delà du code couleur, ça va être les options. Une voiture optionnée aura toujours plus de valeur qu'une voiture qui n'est pas optionnée. Par exemple chez Porsche, il y a des kits de puissance, le X51, donc qui confère par exemple à une Carrera 4S la puissance d'une GTS. Vous allez avoir le toit ouvrant, ça c'est toujours quelque chose de sympa. Et après il va y avoir des options plus ou moins rigolotes parce que en accord avec son époque, pour certaines voitures ça va être un lecteur de 8 pistes, ça peut être toutes sortes de bêtises comme ça. Je sais que certaines Cadillac de collection avaient été livrées avec un nécessaire à maquillage qui aujourd'hui, juste la petite boîte de maquillage coûte plus cher que la voiture parce que c'était une option qui était rarissime et qui du coup a pris une valeur folle. Donc ça, les options, c'est quelque chose d'hyper important. Pareil chez Porsche, on a l'option du cuir souple. C'est une option qui a disparu du catalogue aujourd'hui, donc qui situe encore une fois la voiture dans son époque et dans son temps et qui en fait une option vraiment sympa et vraiment recherchée, notamment sur les 996. Ensuite, quelque chose de très important pour la collection, des voitures entièrement stock, entièrement d'origine. C'est sympa le tuning, on aime bien les jantes BBS, on aime bien les échappements inox, mais pour une voiture de collection, pour un investissement, il est primordial d'avoir une voiture d'origine, dans sa couleur d'origine, avec son équipement d'origine et qui n'a pas été modifié dans tous les sens, rabaissé, élargi, tuné ou quoi que ce soit de ce genre. Il y a certaines exceptions, bien entendu, notamment les échappements. Bon, c'est toujours mieux d'avoir l'échappement d'origine dans un carton quelque part. Maintenant, si vous avez une Porsche avec un échappement SCART par exemple, ça ne fera pas baisser sa valeur. Il y a certains constructeurs, certains équipementiers qui sont associés à certaines marques et qui du coup permettent de faire des modifications sur les voitures sans déplaire aux aficionados de cette marque. C'est le cas notamment de SCART, qui fait des super pots d'échappement pour les Porsche, qui sont très appréciés par les Porschistes et qui du coup ne posent aucun problème s'ils sont montés sur la voiture. Et comme je le disais, c'est toujours chouette d'avoir l'original dans le coffre. Donc important d'avoir des voitures d'origine. Maintenant, il y a certaines nuances à apporter à ce propos. Beaucoup de gens vont être très attachés au fait qu'une voiture soit matching number, matching color comme on dit. Donc matching number, ça veut dire numéro de châssis et numéro de moteur qui concordent, et matching color, ça veut dire couleur d'origine. La couleur d'origine, c'est très important. Une voiture qui a été repeinte, qui a été changée de couleur, ça met toujours un petit peu une zone d'ombre sur son histoire, sauf si on a l'explication et la précision. Par exemple, le client qui l'avait acheté neuve avait demandé au concessionnaire de la faire repeindre d'une autre couleur qui n'était pas au catalogue. Donc là, pourquoi pas, ça peut même donner de la valeur à la voiture parce que ça étoffe un petit peu son histoire. Maintenant, un moteur changé, pour certains modèles, ça va être problématique parce que ça va sous-entendre peut-être une mauvaise utilisation de la voiture. Pour d'autres, ça ne va pas l'être, notamment avec les 996 et 997 dont je parlais tout à l'heure. On sait pourquoi ça a été changé. On suppose qu'a priori, ça n'a pas été un pilote du dimanche qui s'est éclaté et qui a éclaté le moteur, mais que c'est bien l'IMS qui a lâché et que du coup, ça a foutu le bazar et qu'on a dû changer le moteur. Donc, c'est vraiment un principe qui s'applique à certaines, même pas à certaines marques, mais à certains modèles et pas à d'autres. Enfin voilà, mon dernier conseil sur l'achat d'une voiture dans un but de la collectionner et de faire un investissement automobile, c'est de ne pas chercher un prix, mais de chercher une voiture. Quand c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison. C'est aussi simple que ça. Une voiture de belle qualité avec un bel historique sera à un prix qui sera son prix. Il ne faut pas chercher nécessairement à acheter pas cher. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut courir dès qu'on voit une bonne affaire. Absolument pas. On peut faire des bonnes affaires. Mais il ne faut pas favoriser un prix à une voiture. Le plus important, c'est de trouver une belle voiture avec une belle configuration, un bel historique et un ensemble de choses, tous les éléments qu'on a évoqués précédemment. Parce que si vous cherchez une voiture pas chère, vous allez trouver une voiture chère au final. Une voiture pas chère, c'est une voiture qui ne sera pas chère pour une bonne raison, parce que pas entretenue, parce qu'il y a des frais à faire, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est une merguez et que le type il veut s'en débarrasser rapidement parce qu'il n'a pas envie qu'elle lui claque dans les mains. Donc elle va finir par vous revenir très cher.
Donc le plus important, c'est de choisir une belle voiture et pas un beau prix. Maintenant qu'on vous a expliqué un petit peu ces différents points, on va vous présenter 3 modèles que nous on a à la vente actuellement. Ah oui, il se trouve toujours qu'on essaie quand même de placer les voitures qu'on vend. Notre but, c'est de vendre les voitures. Mais qui sont pour nous des bons investissements en termes de voitures Youngtimer aujourd'hui. Il va y avoir ce Boxster S 987 phase 1, cette BMW Z4 3 litres et cette Porsche 996 3 litres 4, donc phase 1 boîte méca. Voilà, on va faire une petite présentation de ces voitures assez succincte pour vous expliquer un petit peu, déjà vous les présenter comme on le fait d'habitude et en plus vous montrer quels sont les points intéressants sur ces voitures en termes de collection. Alors on commence la présentation avec ce superbe Boxster S, donc en génération 987. Alors je disais tout à l'heure que c'était une phase 1, mais c'est une phase 1,5 parce qu'il a le moteur de la phase 2, donc le 3 litres 4, mais avec la boîte type Pro de la phase 1. Donc celui-ci c'est un modèle de 2007 qui a à peu près 83 000 km et ça fait donc c'est un 6 cylindres à plat de 3 litres 4 qui développe 295 chevaux, ce qui est déjà super sur une voiture de ce poids-là. Les Boxsters sont des bonnes valeurs d'investissement parce qu'il y aura toujours des acheteurs pour des Boxsters. Le plus important, comme je le disais, c'est d'en avoir un bel exemplaire, donc belle configuration et belle historique. Notamment sur les 986, donc les toutes premières générations de Boxsters qui ont été vraiment pas chères, c'est-à-dire que les premiers qu'on trouvait étaient à 6-7 000 balles, bon, volant à droite, jantes dégueulasses, un enfer à ne surtout pas toucher. Mais un bel exemplaire de 986 va aujourd'hui se négocier aux alentours des 15-20 000 euros. Et donc il y aura toujours, pour 15-20 000 euros, on roule dans une vraie Porsche avec un vrai moteur noble. Et donc il y aura toujours des acheteurs pour ça. Donc très bonne valeur d'investissement parce que ce qui n'est pas cher est prisé et ce qui est prisé devient cher. Donc la cote va monter, c'est absolument certain. En plus de ça, c'est une voiture géniale à rouler, le Boxster. Très équilibré parce que moteur central arrière. Alors il n'y a que 2 places contrairement à une 911, mais il y a 2 coffres, donc beaucoup plus d'espace pour emmener des bagages avec soi, pour partir en week-end. C'est une voiture top, surtout avec la boîte méca. La boîte type Pro fait très bien le travail aussi. Les puristes disant ah non, il faut pas toucher la boîte type Pro, il faut une boîte méca ou une boîte PDK. Oui, les boîtes méca et les boîtes PDK sont plus prisées, mais les types Pro sont très bien, elles se vendent juste un tout petit peu moins cher. Donc tout est une question de prix. C'est pas une question que c'est moins bien, c'est une question que ça se vend moins cher. Alors qu'est-ce qui fait de celle-ci un modèle intéressant à collectionner? Alors il y a plusieurs éléments. Déjà, son kilométrage. Elle a 83 000 km pour une voiture de 2007, c'est quand même très peu. Deuxièmement, son historique. Elle est d'origine française. Les voitures d'origine française, en France du moins, se négocieront toujours plus cher que les voitures étrangères parce que meilleure traçabilité. Et puis je sais pas, on a un côté chauvin, on aime bien acheter des trucs qui ont été vendus chez nous neufs. Donc voilà, là celle-ci est française avec un carnet limpide, tamponné dans tous les sens, c'est parfait et une belle configuration. Elle a la peinture gris quartz qui en plus a été très bien entretenue. Elle a été polichée récemment, donc elle est vraiment resplendissante. C'est une voiture qui a l'air neuve. Elle a les belles jantes, un Boxster avec les petites jantes de série. Tout de suite, ça fait un peu tristoun, alors que là, ça lui donne un côté un peu sportif. Elle a un intérieur tout cuir, le régulateur. Elle est bien optionnée. Et ça, comme je le disais, c'est très important. Configuration un petit peu hors du commun. Elle n'est pas noir, elle n'est pas gris argent noir. Elle est gris quartz avec un intérieur gris. Un beau niveau d'options, donc le cuir, le régulateur, les belles jantes, les sièges chauffants et surtout l'historique française, carnet complètement tamponné, toujours suivi chez Porsche. Pareil, ça, les collectionneurs adorent avoir une traçabilité irréprochable. Porsche aura toujours dans son dossier la traçabilité de cette voiture parce qu'elle n'a fait que passer là-bas et elle a toujours été tamponnée uniquement chez Porsche. Donc ça en fait une très belle valeur d'investissement parce que c'est un bel exemplaire d'un modèle qui est aujourd'hui prisé et qui est plaisant à posséder et qui ne va faire que prendre de la valeur parce que pareil, ça reste une Porsche, c'est fiable, c'est petit, c'est maniable, c'est facile à posséder, c'est facile à rouler, c'est facile à entretenir, c'est pas des coûts qui sont démentiels, donc super voiture, très bonne valeur d'investissement. Donc la deuxième voiture que je vous présente, c'est cette BMW Z4 Roadster. Donc c'est un modèle de 2003 qui totalise un peu moins de 110 000 km et il s'agit, c'est là le plus important, du moteur 3 litres, donc le 6 cylindres. Les Z3 et les Z4 ont été vendus dans différentes motorisations qui allaient du 2 litres au 3 litres. Là en l'occurrence, il s'agit d'un 3 litres, donc c'est un 6 cylindres qui développe 231 chevaux, qui est très honorable pour une voiture de cette époque-là. Là en l'occurrence, il s'agit donc du moteur M54, très réputé chez BMW pour sa robustesse et pour son agrément de conduite. C'est le 6 cylindres de 3 litres de chez BMW qui est fabuleux, avec une souplesse, avec une rondeur et puis une très belle sonorité. C'est vraiment sympa. Qu'est-ce qui fait que celle-ci est un bon modèle de collection? Pareil, son historique, elle a eu 3 propriétaires, elle a un carnet entièrement tamponné, alors pas uniquement chez BMW mais chez spécialistes aussi. Elle est dans un très bel état de conservation.
configuration. Sa peinture est en bon état, elle est pas rayée, les jantes sont propres, elle a toujours été entretenue, son intérieur est beau et surtout là, en l'occurrence, ce qui va vraiment faire son intérêt, c'est sa configuration. Elle est noire à l'extérieur, mais un intérieur rouge quartier. Et ça, les intérieurs contrastés, ça apporte vraiment de l'assise à la voiture et c'est ce qui va vraiment lui donner son caractère. Pareil dans sa configuration, elle est bien optionnée, elle a notamment les sièges chauffants et les belles jantes. Ce qui est important sur une voiture, comme on le disait pour la collection, c'est d'avoir les bonnes options. Enfin, le point fort de cette voiture, c'est son prix. Sur le Boxster S, c'est une voiture qu'on vend aujourd'hui, qu'on affiche à 35 000 €. Pour le Z4, on vient tout juste de la vendre et c'est une voiture qu'on vend la moitié du prix. Elle s'est vendue à 17 500 €. C'est une voiture très accessible aujourd'hui et ça ne coûtera jamais moins cher que ça. On a un cabriolet 6 cylindres BMW de bonne qualité, de bonne facture et fiable. Ça ne vaudra jamais moins du prix qu'on l'a vendu aujourd'hui. Ça ne fera que monter. En plus, cette voiture a une petite cote de cœur parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, elle ressemble quand même beaucoup à la BMW Z8 qui a été rendue célèbre par James Bond, qui est un modèle rare et emblématique de la marque qui aujourd'hui se vend à prix d'or pour près de 250 000 €. Et la Z4, bon, c'était un petit peu le bébé Z8, alors bien que le Z8 était un V8, mais esthétiquement, c'est un peu le bébé Z8. Donc, c'est une voiture qui plaît et c'est une voiture qui a un effet waouh. En plus de ça, elle a très bien vieilli. Pour un œil non averti, ça pourrait être une voiture de 2010, 2012, 2015. Elle n'a pas vieilli, elle est restée dans l'air du temps et elle est encore aujourd'hui très actuelle. Pareil, ce qui en fait un modèle intéressant, son kilométrage. Elle a 100 000 bornes. C'est rien pour une voiture comme ça, c'est rien pour un 6 cylindres. C'est des voitures qui peuvent aller à 300-400 000 km sans problème, bien entendu à condition d'être bien entretenues. Enfin, c'est une voiture qui est utilisable sans difficulté. Il y a un grand coffre, ça démarre sans problème. C'est une boîte auto souple qui fonctionne très bien. Ça a la pêche, ça consomme pas tant que ça, c'est pas gros, c'est très maniable, ça s'utilise sans problème. Ça, c'est un très bon premier achat de collection et d'investissement. Alors pour terminer, je vais vous présenter ma chouchoute. C'est très clairement la voiture pour moi qui présente aujourd'hui la meilleure valeur d'investissement et ça j'en suis absolument certain. Je suis prêt à ouvrir les paris avec ceux d'entre vous qui diront le contraire. C'est la Porsche 996. Alors les meilleures valeurs d'investissement, on pourrait dire que c'est les 3,6 litres, donc les phases 2, mais elles ont déjà pris une certaine valeur. Les 3,4 litres sont encore très accessibles. Celle-ci fait, je pense, partie des plus beaux exemplaires disponibles sur le marché européen. Elle a 132 000 km, elle est de 1998 et ce qui fait son intérêt en tant que voiture de collection, ça va être tout d'abord sa configuration. Elle est en peinture bleu océan, qui est une couleur relativement rare, un intérieur bleu métropole, qui n'est pas véritablement un bleu, qui est un gris très bleuté, mais pareil, assez rare sur le marché aujourd'hui. Et elle est surtout dans un état impeccable. Elle a un historique limpide, un carnet tamponné dans tous les sens. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, elle a un moteur qui a été changé. Effectivement, l'IMS a eu raison de cette voiture et du coup, par un moteur 3,4 litres dont l'IMS a été fiabilisé, ce qui en fait aujourd'hui une voiture qui ne sera plus une voiture à problème. Elle a récupéré la fiabilité légendaire des Porsche et a supprimé ses failles et ses défauts qui sont connus sur ces modèles-là, à savoir donc l'IMS. Et elle a un toit ouvrant. Et elle a un toit ouvrant. Alors là, Thibaut, il pète un câble quand il voit un toit ouvrant, le gars. Celle-ci a une très belle configuration, comme je le disais, pas uniquement dans le choix des couleurs, mais dans les options. Elle a le régulateur, très rare sur une 996. C'est à partir des 997 que ça commence à être vraiment démocratisé. Sur les 996, c'était excessivement rare. Le toit ouvrant, formidable. Les sièges chauffants, messieurs, dames, sur une voiture de 1998, sur une 996, les sièges chauffants. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, une option qui la situe bien dans son époque, le cuir souple. Alors, qu'est-ce que c'est que le cuir souple? J'en parlais tout à l'heure. C'est un cuir qui n'est pas tendu sur les sièges, mais qu'on a laissé avoir un léger drapé. C'est quelque chose qui était beaucoup mis en avant sur les 993, sur les 996 et qui a disparu sur les 997. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il l'avait ressorti sur les Panamera. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui ça n'existe plus et que c'est une option rare et qui est hyper sympa. Ça lui donne vraiment le côté années 90-2000 qui est super cool. C'est moelleux. Oh, c'est moelleux. Un canapé. Ah ouais, c'est génial. C'est beaucoup plus confortable et c'est même très esthétique. Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Pourquoi c'est aussi un très bon investissement, la 996? Parce que c'est génial à conduire. Celle-ci est en boîte méca, la boîte est super bien guidée, c'est une boîte avec un débattement court, c'est un moteur, bon, c'est le 3,4 litres 6 cylindres de chez Porsche, je veux dire, il n'y a même pas à en parler, quoi. C'est un moteur phénoménal, c'est un châssis qui est exceptionnel et surtout fiable, ça consomme pas beaucoup, ça fait un beau bruit, enfin bref, c'est une voiture qui est géniale, c'est la voiture plaisir par excellence, on se ruine pas. Donc pour moi, la raison primordiale pour acheter une 996, c'est que c'est une voiture
super cool à avoir. Moi j'adore la gueule que ça a. J'ai détesté pendant de nombreuses années et il y a peut-être 2 ou 3 ans de ça, je me suis réveillé, je me suis dit mais en fait c'est trop cool. Ça y est, la voiture elle est plus ringarde, elle est rétro et elle est super sympa. Elle a une super belle ligne, c'est génial à rouler. On a une 4 places, on a un coffre, on a une boîte méca, on a un super moteur qui est plein comme un œuf, 300 chevaux, ça marche hyper bien et c'est génial à emmener sur les routes. Et en plus de ça, excellent daily. C'est fiable, ça consomme pas trop, ça se gare sans problème, pas très cher à entretenir, les pièces sont disponibles facilement, les pneus sont d'une dimension somme toute totalement raisonnable. C'est une super voiture à avoir au quotidien. Donc déjà vous vous régalez et en plus vous mettez de l'argent à gauche parce que c'est une voiture qui va faire que prendre de la valeur. Moi je suis persuadé. Celle-ci aujourd'hui, pour vous dire, on l'affiche 30 000 €. Cette voiture, j'en suis persuadé, dans les 5 à 10 années à venir, va prendre 10 à 20 000 €. C'est certain. C'est absolument certain. On avait vu ça avec les 997 qui avaient pas mal chuté, on les touchait à des prix très raisonnables. Et puis ça a explosé parce qu'aujourd'hui, c'est l'effet boule de neige sur les Porsche. Les 992 sont plus chers que ne l'étaient les 991, donc les 991 d'occasion ont pris de la cote, donc les 997 ont pris de la cote, donc les 996 ont pris de la cote. C'est un effet boule de neige, c'est les poupées russes. Un effet domino. Un effet domino, exactement mon cher Thibaut. Les 996, ça va faire que prendre de la valeur. Et les 997 aussi. De toute façon, Porsche, c'est une valeur sûre, ça prend toujours de la valeur parce que c'est une marque qui fait rêver beaucoup par sa sportivité, par son plaisir de conduite et surtout par son histoire. C'est une marque emblématique, c'est objectivement, et pourtant je sais que je ne suis pas porschiste, mais c'est objectivement la meilleure marque de voiture. Ils ont réussi à tout faire, à tout combiner. Une Porsche, ça sait tout faire et ça fait tout extrêmement bien et le tout avec une émotion débordante. C'est fabuleux. Donc voilà, rapidement les options de cette voiture. Le cuir étendu, le cuir souple, le régulateur de vitesse, les sièges chauffants. Elle a les jantes Cup en 18 pouces. C'est une boîte méca. Boîte méca, valeur sûre sur les 996. Encore une fois, les boîtes type Pro sont très bien. Elles se vendent moins cher. Personnellement, j'aime bien les boîtes auto. Je suis assez adepte des boîtes auto, donc je serais ravi d'avoir une boîte type Pro parce que c'est une boîte, effectivement, si on veut faire du circuit, bon, ça pêche un petit peu. Mais pour rouler, c'est souple. C'est une boîte qui est quand même relativement rapide. Les vitesses se passent bien. C'est très agréable. C'est une bonne boîte. Il faut arrêter de dire que les types Pro sont nuls. C'est pas vrai. Mais les 996 en boîte méca seront nécessairement des voitures qui vont se vendre plus cher. Donc, vu qu'elles sont dans le creux de la vague, et attention, hein, ça a déjà commencé à monter. Celle-ci, il y a 3 ans, se serait vendue entre 20 et 23 000 € maximum et aujourd'hui, elle est à 30 000. Et si vous attendez encore un peu, ça va faire que monter. Donc, très bonne valeur d'investissement. Et ça, je le dis, je le répète et je le re-répète, c'est la voiture à acheter en ce moment si on veut faire un placement automobile. Voilà, bon, écoutez, on espère que cette vidéo vous a plu. On espère que ce format vous a satisfait. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Abonnez-vous hein, et n'hésitez pas à nous envoyer soit par commentaire, soit nous envoyer des messages sur Instagram, sur YouTube, où vous voulez. On a la passion, on aime parler de notre métier. Donc on n'est pas uniquement là pour vendre des voitures, on est là aussi pour conseiller les passionnés, et même si c'est sur des voitures qu'on n'a pas à la vente. On sera toujours ravis de le faire, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à vous abonner, éventuellement à partager nos vidéos, c'est toujours un bon coup de pouce. Et si une de ces voitures vous intéresse, alors là encore mieux, appelez-nous et on se fera un plaisir de vous les présenter en vrai. À très vite.